Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mais au décédé ont tellement de mains sentiments distingués. Ça ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 12 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai payer et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron. Il ne pouvait pas me le refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand nous me verrons deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 12 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit, on n'a qu'une mère. Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte cette manuel pour lui emprunter une cravate noire et un poissard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai cru pourtant manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la forêt du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais assez content militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir pas les appareils. L'asile est à 2 kilomètres de village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge apparaît et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit, Madame Mousseau est entrée ici il y a 3 ans, vous étiez son seul soutien. J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère, vous ne pouviez subvenir à ses besoins, il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes et tout compte fait. Elle était plus heureuse ici. J'ai dit, oui, monsieur le directeur. Il a ajouté, vous savez, il avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec vous des intérêts qui sont dans notre temps. Vous êtes jeune, elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre, des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je ne suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre le ticket et faire 2 heures de faute. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit, je suppose que vous voulez voir votre mère. Je me suis levé sans rien dire, elle m'a précédé vers la porte. Dans l'escalier, il m'a expliqué. Nous l'avons transporté dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 12 ou 3 jours et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit un jacassement assourdi de perroches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. Je vous laisse, monsieur Mousseau. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterré religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer.
Je les remercie. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux, et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, se portaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis bouillants à peine enfoncés se détacher sur les planches passées au bord de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabant sa robe blanche, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait de courir, il a bégayé un peu. On l'a couvert, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la boire. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit, vous ne voulez pas? J'ai répondu, non. Il s'est interrompu, et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé, pourquoi? Mais, sans reproche comme s'il s'en fumait. J'ai dit, je ne sais pas. Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder. Je comprends. Il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. Le garde s'est levé et s'est dirigé vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit, c'est un chambre qu'elle a. Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle était partie, le concierge a parlé. Je vais vous laisser seul. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi, deux foulons bourdonnaient contre la barrière, et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge sans me retourner vers lui, il y a longtemps que vous êtes là? Immédiatement, il a répondu 5 ans, comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. Ah, vous n'êtes pas d'ici. Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris et qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort 14 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à lui dire que déjà il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors, « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur. » Le vieux avait rosi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire, « Mais non. » Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'ensemble, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'avaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge, et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné à commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer. Mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi. Ça n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit, vous savez, les amis de madame votre mère vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir.
Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière se voulait mieux blanc me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite, c'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti, est revenu, a disposé des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux. Le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que je somnolais un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillé. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet, et chaque angle, toutes les curves se dessinaient avec une pureté pressante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine. Ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils sont assis sans qu'aucune chaise glance. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas, et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore sortir le ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans le visage, c'est que je ne voyais pas les yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par le bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi, dodolinés de la tête, autour de la concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes, et je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris, régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêtait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, morts et silence. Ils regardaient la vieille ou le canne ou n'importe quoi. Mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonné parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. Le concierge s'est penché vers elle, lui a parlé. Mais elle a secoué la tête, a bredouillé quelque chose et a continué de pleurer avec la même régularité. La concierge est venue alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec Madame Bottomer. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant, elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus râles. Elle reniflait beaucoup. Elle s'est tue enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatigué et les reins me faisaient mal. À présent, c'était le silence de ces gens qui m'était pénible. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier et je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'entrée de leur joue et laissaient échapper ces clapements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas, tant ils étaient absorbés dans le pensée. J'avais même l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Nous avons tout pris de café, servi par le concierge, ensuite, je ne sais plus. La nuit est passée. Je me souviens qu'à un moment j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de ses mains agrippées à la canne, me regardait fixement comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis j'ai encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jeu glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé et il a beaucoup toussé. Il crachait dans un gros mouchoir à carreaux, et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres
et le concierge a dit qu'il devrait partir. Ils sont levés. Cette veille incommode lui avait fait des visages de cendres. En sortant, à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main, comme si cette nuit, où nous n'avions pas échangé un mot, avait accru notre intimité. J'étais fatigué. Le concierge m'a conduit chez lui, et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait, qui était très bon. Quand je suis parti, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeurs, et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne, et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Mais j'ai attendu dans le cœur, sous un platane, je respirais l'odeur de la terre fraîche, et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues de bureau. À cette heure, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone à main. Il m'a interpellé. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais vous demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant boire votre mère une dernière fois? J'ai dit non. Il a retourné dans le téléphone en baissant la voix. Puis Jacques dit aux hommes qu'ils peuvent aller. Ensuite, il m'a dit qu'il s'assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau. Il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmier de service. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Il les laissait seulement veiller. C'était une question d'humanité. A-t-il remarqué? Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Ici, le directeur a souri. Il m'a dit, « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les présentait. On disait à Pérez, c'est votre fiancé. Lui y est. Ça le faisait plaisir, et le fait est que la mort de Madame Mousseau l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sous le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre dans son bureau. À un moment, il a observé. Voilà, déjà le curé de Marengo. Il est en avance. Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins 3 quarts d'heure de marche pour aller à l'église qui est au virage même. Nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et 12 enfants de chœur. L'un de ceux-ci tenait un encensoir et le prêtre se baisait vers lui pour régler le longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé. Il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré. Je le suivis. J'ai vu d'un coup que les vis de la pierre étaient enfoncées et qu'il y avait 14 hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la faute et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est arrêté très vite. Les hommes se sont avancés vers la vierge avec un drap. Le prêtre, c'est suivant. Le directeur et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je connaissais pas. Monsieur Mousseau, a dit le directeur. Je n'ai pas entendu le nom de cette dame, et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. Elle a incliné sans un sourire son visage osseux et long. Puis, nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs, et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture, vernie, oblongue et brillante. Elle faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait l'ordinateur, petit homme aux habits ridicules
et un vieillard à l'allure empruntée, j'ai compris que c'était Monsieur Pérez. Il avait un feutre mou à la calotte ronde et osait l'âge. Il l'a ôté quand la vieille a passé la porte. Un costume dont le pantalon tire bouchonné sur les souliers et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à gants col blanc. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un étoffe de pois noir. Ses cheveux blonds, assez fins, laissaient passer de curieuses oreilles brillantes et mal ouvlées, dont la couleur rouge sang dans ce visage blafard me frappa. L'ordinateur nous donna nos places. Le curé marchait en avant, puis la voiture. Autour d'elle, les 4 hommes. Derrière, le directeur, moi-même, et fermant la marche, l'infirmier délégué et Monsieur Pérez. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre, et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Le petit vieux, qui s'était recouvert, a de nouveau ôté son chapeau. Je m'étais un peu tourné de son côté, et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que ce bon ma mère et Monsieur Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village. Accompagné d'une infirmière, je regardais la campagne autour de moi, à travers les lignes de cypres qui menaient aux collines près du ciel. Cette terre rose et verte, ces maisons rares et bien dessinées. Je comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une traîne mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressailler le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez claudiquait légèrement. La voiture, peu à peu, prenait de la vitesse et les vieillards perdaient du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait de chants des insectes et de crépitements d'herbes. La sève coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'aventais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps, il s'essuyait la crâne avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche. La main droite soulevait le bord de sa casquette. Je lui ai dit, comment? Il a répété en montrant le ciel, ça tape. J'ai dit oui. Un peu après, il m'a demandé, c'est votre mère qui est là? J'ai encore dit oui. Elle était vieille? J'ai répondu, comme ça. Parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retourné, et j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il se hâtait en balançant son foutre à bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfoncés et laissé ouvert sa pulpe brillante. Au-dessous de la voiture, le chapeau de cocher, un cri brillé, semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs. Noir gluant de goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture, tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle de vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublait le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'apparaît très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché de regard. J'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi la route tournait. J'ai compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints. Puis nous l'avons perdu.
Il a repris encore à travers champs, et comme cela plusieurs fois, moi, je sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'est passé ensuite, avec tant de précipitation, de certitude et de naturel, que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement, à l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière, qui n'allait pas avec son visage, une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit, si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration, et dans l'église, on attrape un chaud et froid. Elle avait raison. Il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Pérez quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village, de grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais, à cause des rides, elle ne s'écoulait pas. Elle s'étalait et se rejoignait, et formait un vernis doux sur ce visage détruit. Il y a eu encore l'église, et le villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes de cimetière, l'évanouissement de Pérez, on nous dit un pontin disloqué, la terre coulée de sang qui roulait sur les pierres de maman, la chair blanche des racines qui se mêlaient. Encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie, quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'argent, et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 2 heures.